Et bonjour à toutes et à tous aussi. Merci d'être là cet après-midi. Donc, je vais vous présenter ce que j'ai donc fait en thèse et donc ma thèse qui va s'intituler donc co-concevoir des systèmes de culture diversifiés pour la fourniture de multiples services écosystémiques dans un contexte de changement climatique. Donc, c'est une thèse qui a été financée donc à la fois par Avalis et l'Institut Agro et j'ai été hébergé au sein de l'UMRSAS de Rennes. Et donc, j'ai été encadré par Mathieu Caroff, Édith Lecadre et Olivier Godineau dans cet exercice. Donc, afin de un petit peu expliciter ce très long titre, je vous propose de commencer par un petit état de l'art, si ça veut bien. Hop, voilà, petit état des connaissances. Hop, voilà. Hop. Donc, comme vous le savez sûrement, donc les systèmes agricoles alimentaires actuels donc sont aujourd'hui ont des impacts environnementaux majeurs du fait de leur intensification et de leur spécialisation progressive au cours du XXe siècle. Ces impacts environnementaux, ils vont venir exacerber un contexte de polycrise, donc un contexte de crises multiples qui s'alimentent les unes les autres et qui, enfin, récemment encore, a pris une autre dimension. Et donc ce contexte de crise multiple va venir menacer les systèmes agricoles en retour. Et aujourd'hui, les systèmes donc agricoles intensifs apparaissent à bout de souffle et sans solution face à ce contexte de polycrise. C'est pourquoi donc il est nécessaire de repenser à la fois nos sociétés et nos modes de production agricole vers plus de durabilité et de résilience. Donc pour arriver à cela, donc il y a ce que certains appellent les solutions fondées sur la nature qui permettraient d'atteindre donc plus de résilience. Ces solutions fondées sur la nature, pardon, sont définies comme des actions visant à gérer durablement des écosystèmes, tout en fournissant des bénéfices pour le bien-être humain. Donc ces bénéfices pour le bien-être humain, c'est ce qu'on appelle aussi des services écosystémiques. Et services écosystémiques, leur fourniture va permettre à la fois d'augmenter la durabilité des systèmes, mais aussi leur résilience, qu'on peut donc entendre selon la définition de Darnhofer, comme la capacité d'un système à s'adapter à des perturbations internes et externes à ce dernier. La biodiversité va être le réel moteur des solutions fondées sur la nature en guidant la fourniture et la stabilité de cette fourniture des services écosystémiques. Et dès lors, on peut s'interroger donc au niveau des productions agricoles végétales, qu'est-ce qu'on va avoir comme solution fondée sur la nature pour atteindre donc plus de durabilité et de résilience. Donc il existe le concept d'agroécosystème basé sur la biodiversité qui, je pense, ne vous est pas étranger. Et ce concept donc d'agroécosystème basé sur la biodiversité va reposer notamment donc sur la diversification des cultures, qui est au cœur de ma thèse. On va définir cette diversification des cultures comme le niveau de diversité végétale au sein d'un système de culture. Il existe donc plusieurs voies et échelles de diversification, hein. On a tout d'abord de la diversification dans le temps via l'allongement des rotations agricoles, donc c'est-à-dire faire suivre différentes espèces sur une même parcelle. Et on a également la possibilité de diversifier dans l'espace via des associations de cultures, que ce soit des associations donc entre des espèces annuelles ou bien une association entre espèces pérennes et espèces annuelles, comme dans le cas de l'agroforesterie. Donc sur ce schéma, on peut voir aussi que la diversification des cultures va s'exprimer à différentes échelles spatiales, donc de la parcelle jusqu'au paysage. Moi, dans mon travail de thèse, je me suis principalement donc concentré sur l'échelle parcelle et notamment donc sur les plantes annuelles, qu'elles soient en culture seule ou en culture associée. Et donc, je me suis intéressé à la diversification des rotations. On peut s'interroger donc comment en fait cette diversité des cultures va permettre de rendre nos systèmes de culture plus durables. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que au-delà de la simple diversification des espèces, donc d'augmenter le nombre d'espèces, la diversité des cultures va aussi permettre d'augmenter le nombre de traits fonctionnels au sein du système de culture. Donc, traits fonctionnels, on va définir ça comme les caractéristiques visibles des plantes, comme la taille des racines, la taille des feuilles. Voilà, donc les différents traits phénotypiques, morphologiques et aussi physiologiques des plantes. Donc c'est très fonctionnel. Donc cette augmentation de très fonctionnel, la littérature en écologie elle nous a montré que c'était plus important même que la diversification spécifique seule dans le fonctionnement de dans le fonctionnement des écosystèmes. Et on peut donc appliquer en partie cette logique-là pour les agroécosystèmes, avec donc de plus de traits fonctionnels qui vont permettre d'améliorer les processus et fonctions de l'agroécosystème.
C'est notamment ce qu'a montré donc la méta-analyse de Béloin et ses collègues, donc qui ont montré que les systèmes diversifiés présentent de nombreux avantages sur de nombreux services écosystémiques. Ils vont participer notamment à limiter donc les ravageurs et les maladies plus efficacement que des systèmes peu diversifiés. Ils vont également donc être meilleurs dans les services liés à l'eau ou encore dans dans le maintien de la qualité des sols. On va aussi avoir une amélioration donc des certains services, enfin de composantes de services d'approvisionnement comme le rendement ou encore la qualité grâce à à la diversité des systèmes. Voilà. Alors donc cet ensemble de services fournis par les systèmes diversifiés, ce qu'on va appeler donc selon la définition proposée par Terence et collègues un bouquet de services écosystémiques. Et donc, selon la classification des services écosystémiques, on va retrouver donc différentes catégories de services qui vont être, par exemple, le service d'approvisionnement qui va être relatif à la production d'aliments pour les sociétés humaines. On va avoir aussi tout ce qui va être service de régulation de l'environnement et des services qui sont un peu à la frontière des deux, qui sont des services de régulation qui vont soutenir la production agricole directement en retour. On a cependant donc un effet variable selon les stratégies de diversification qu'on va considérer. Ainsi, on peut voir donc que les intercultures ont tendance à être plus performantes dans la régulation des bioagresseurs que d'autres modalités de diversification comme l'agroforesterie. Au contraire, là, on a plutôt les cultures associées qui vont être importantes dans la qualité de l'eau par rapport aux intercultures. Et dans le dernier, donc, on va avoir l'agroforesterie qui, elle, va avoir un impact plus fort donc, sur la qualité du sol que les autres modalités de diversification. Voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que tous les services, donc les services écosystémiques vont pas être forcément fournis de la même façon tout le temps au sein du système de culture. La présence des différentes espèces et de leurs traits, ça va permettre de maximiser de maximiser ou non certains services écosystémiques. Voilà, donc l'arrangement des différentes espèces dans l'espace et le temps va participer à définir le bouquet dont je vous parlais tout à l'heure. Et on a dans les systèmes donc plutôt conventionnels, peu diversifiés, des espèces qui vont tendance à avoir maximisé les traits liés au rendement et donc au service d'approvisionnement, euh, donc au détriment de services qui, eux, vont être plus liés à la régulation. Donc cette notion-là de un service qui va être maximisé au détriment d'un autre, c'est ce qu'on va appeler donc il y aura une relation antagoniste de service qui résulte en un compromis entre ces deux services-là. On peut avoir aussi un cas de synergie quand deux services vont être améliorés, vont évoluer dans le même sens, leur amélioration se conjugue et s'alimente. Tout ceci, ça montre qu'il existe à la fois des relations entre services, donc voilà, tous les services ne sont pas fournis au même niveau au sein du système de culture. Et donc ça nous a amené à poser donc une définition de compromis dit acceptable. Donc le compromis acceptable qu'on a défini donc au cours de ma thèse comme l'amélioration de certains services sans dégradation jugée inacceptable d'autres services. Et il faut savoir que cette notion de compromis, elle est très difficile à définir parce qu'elle va dépendre de l'acteur concerné. Donc l'agriculteur va pouvoir par exemple avoir tendance à maximiser peut-être le rendement ou certains services qui vont être directement bénéfiques afin de dégager plus de marge, des choses comme ça. Donc voilà, c'est assez compliqué comme posture, donc ce qui nous a amené à poser cette définition assez large de compromis acceptable. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que les services donc vont évoluer dans le temps, puisqu'ils vont dépendre de variables qui s'expriment pas sur les mêmes pas de temps. Donc on va avoir des variables qui vont être rapides, comme la température voilà, du sol par exemple, qui va varier assez rapidement, ou on va avoir des variables au contraire beaucoup plus lentes, comme la teneur en matière organique, les effets d'héritage, des choses comme ça. Donc ça va influencer notre bouquet de services qui va évoluer au fur et à mesure du temps. Donc cette évolution du bouquet de services au fur et à mesure du temps, on peut se demander donc quelles espèces, quels arrangements sur quel pas de temps vont donner quel compromis en fait de services. Et donc c'est nécessaire pour pouvoir étudier donc les services écosystémiques de prendre en compte ce temps qui passe, c'est hyper important, et donc les processus bien évidemment qui l'accompagnent, c'est-à-dire le changement climatique par exemple qui va lui va s'exprimer aussi sur le long terme.
Ceci étant dit, ça démontre aussi l'importance de la conception, car comme on l'a vu, donc la composition du système de culture, les différentes plantes et donc les différents traits qui vont être présents, donc c'est lors de la phase de conception, on choisit les plantes qu'on insère dans le système de culture, bah ça va guider en fait toute cet établissement de services d'un bouquet de services écosystémiques. Donc ça illustre l'importance de cette phase dans dans la construction de systèmes diversifiés. Et justement, on peut s'interroger aujourd'hui pourquoi il n'y a pas plus de systèmes diversifiés s'ils ont des bénéfices aussi importants, donc à la fois dans leur adoption et dans leur conception. Donc c'est en partie dû au fait que bah, il y a une prévalence d'objectifs court terme par rapport au long terme, enfin d'indicateurs court terme par rapport au long terme. Par exemple, les indicateurs économiques sont souvent court-termistes. Donc, par exemple, la marge brute par atelier va être va être très utilisée et très regardée. Donc le fait que ces indicateurs-là soient court-termistes, ça donne une vision aussi court-termiste et il y a donc un manque de soutien politique, commercial et technique, puisqu'on voit pas forcément les bénéfices immédiats donc des systèmes de ces systèmes. On a aussi des difficultés après que je dirais plus humaines, qui sont sociales, qui sont liées donc à la difficulté de se projeter dans le temps. Donc comme par exemple le changement climatique, bon, maintenant un peu moins, mais nous paraît comme un événement parfois lointain, donc et empêche une projection voilà des personnes concernées. Et on a aussi un ensemble d'habitudes et de préjugés qui fait qu'on n'arrive pas vraiment à se sortir de nos chemins habituels de conception. Donc ces deux facteurs, ils génèrent donc à la fois des verrous et des biais de fixation, c'est-à-dire qu'on va rester fixé sur une première idée qui va nous paraître bonne, mais sans nécessairement interroger d'autres voies. Et donc cet ensemble va empêcher un peu inhiber la conception et l'adoption de systèmes donc diversifiés, on va dire en rupture, et les fait voir, donc fait apparaître ces systèmes-là comme des projets à haut risque. Donc, il est nécessaire aussi donc d'adopter pour éviter ces écueils, d'avoir une conception donc plutôt multi-acteurs et donc réfléchie sur le temps long, voilà, avec des choses adaptées, avec des ateliers adaptés. À l'issue donc de ce rapide état des connaissances, désolé, il y a un petit problème de typographie. Ce qu'on peut en retirer en fait, donc c'est on a donc au niveau des connaissances, on voit qu'on est dans un contexte aujourd'hui tendu, avec un besoin de résilience et de durabilité, qu'il y existe une relation forte démontrée par notamment l'écologie fonctionnelle entre la diversité, les traits, les fonctions de l'agroécosystème et les services qui en résultent, que ces services-là ne sont pas linéaires au cours du temps et aussi ne sont pas indépendants les uns des autres, ils sont en interaction. Et au niveau donc des méthodes, on voit que la conception aujourd'hui elle est limitée par certains biais de fixation, certains verrous en fait qui empêchent de concevoir de ces systèmes-là. Et donc, il est nécessaire donc d'allier des connaissances d'agronomie et d'écologie fonctionnelle pour traiter la relation dont je parlais juste à l'instant entre la diversité des traits et les services, et qu'il est nécessaire aussi dans les méthodes de prendre en compte le temps qui passe. Donc, pour résoudre, on va dire, ce petit gap entre connaissances et méthodes, donc les pistes qu'on a, euh, et ce qu'on aimerait donc identifier, donc c'est identifier l'évolution du niveau de service écosystémique sur le long terme dans les systèmes diversifiés, identifier également le compromis entre les services d'approvisionnement et de régulation au cours du temps et l'acceptabilité de ce compromis, et ensuite à développer des approches et des méthodes permettant de concevoir des systèmes diversifiés qui envisagent le long terme. Donc, au niveau de cet état de l'art m'a amené à me poser cette question au cours de ma thèse. Donc, c'est que dans le contexte du changement climatique, l'augmentation de la diversité cultivée dans un agroécosystème va-t-elle permettre de fournir un compromis acceptable entre services écosystémiques au fil du temps? Afin de répondre à à cette question, pardon, de recherche, on a posé donc différentes hypothèses. Enfin, j'ai posé différentes hypothèses aidé donc par mon équipe encadrante. La première hypothèse a plus concerné la conception, donc donc en résumé parce qu'elle est un petit peu longue, c'était que face aux difficultés d'intégrer les notions de service écosystémique et de se projeter dans le temps, il était nécessaire de créer des ateliers qui combinent des savoirs agronomiques et des connaissances d'écologie fonctionnelle et qui soient construits dans une méthode favorisant l'abstraction des acteurs de cet atelier pour concevoir des systèmes de culture en capacité de fournir un ensemble de services écosystémiques sur le long terme. La seconde hypothèse, plus courte,
C'est qu'une plus grande diversité fonctionnelle des cultures va permettre d'assurer à long terme les fonctions agroécosystémiques à l'origine des services dans des conditions climatiques changeantes liées donc au changement climatique. Et la troisième hypothèse, c'était qu'une plus grande diversité des cultures va permettre de fournir un compromis acceptable, donc comme défini dans l'état de l'art, entre les services écosystémiques d'approvisionnement et ceux de régulation, et ce, enfin, et ce au cours du temps, donc sur le long terme. La complexité de ces systèmes, donc vous l'avez vu dans l'état de l'art, donc bah, enfin, ces systèmes donc sont à la base ont pour origine des processus écologiques, enfin sont au cœur pardon de processus écologiques, de décisions humaines et donc font appel à différentes échelles temporelles. Bah, cette complexité va imposer d'adopter une posture interdisciplinaire. Donc je vais vous présenter maintenant. Donc dans des conditions pédoclimatiques et agronomiques données. Donc, ce qu'on a décidé comme stratégie de recherche, c'est de tout d'abord mobiliser une approche participative dans le but de concevoir des systèmes diversifiés, adaptés et réalistes. Donc, pour ça, on a fait appel à des ateliers, à un système d'ateliers de conception collective, donc de co-conception, permettant donc de mixer les connaissances en agronomie et en écologie. Ensuite, donc, une fois ces systèmes conçus, donc, le système a été évalué via une approche de modélisation. Donc ça nous a permis donc d'évaluer donc sur le long terme, notamment en faisant appel à un modèle mécaniste permettant de répondre à l'hypothèse 2, qui va nous permettre d'estimer les fonctions agroécosystémiques sur le long terme. Cependant, donc le modèle mécaniste n'est pas forcément holistique, donc pour avoir cette approche holistique et évaluer un grand nombre de services, on a enfin on a utilisé les sorties du modèle mécaniste plutôt pour alimenter un modèle décisionnel d'évaluation multicritère qui va permettre d'estimer donc les compromis acceptables entre services écosystémiques d'approvisionnement et de régulation. Et donc à la fin, on aura donc un niveau de compromis entre services au fil du temps. Donc au niveau de la zone la zone d'étude et des systèmes de culture de référence qu'on a utilisés, puisque pour comparer donc le système diversifié, il fallait aussi des systèmes de référence. On s'est basé sur des systèmes existants. Le premier étant un système faiblement diversifié, reposant sur donc le maïs, le blé et la moutarde blanche qui est employée en couvert. Donc c'est un système de culture dominant en Bretagne qui repose donc sur l'utilisation de fertilisants organiques et de produits phytosanitaires et qui est principalement destiné à alimenter donc l'élevage. On a ensuite un second système, donc un système moyennement diversifié qui lui correspond à un essai donc qui est mené par la Chambre d'agriculture et par Jeanne Pourrias qui nous a partagé donc ces données-là. Et donc c'est un système agroécologique de 7 ans co-conçu dans le cadre du projet Sinofit et qui avait pour but donc de réduire l'utilisation des pesticides. Donc on retrouve le maïs et le blé, mais on a l'insertion donc de févrole par exemple, et aussi donc d'une association Triticale Poids. Donc dans la suite de l'exposé, donc ces deux systèmes, le système faiblement diversifié sera caractérisé par ce petit logo FD, faiblement diversifié, et le système moyennement diversifié, lui, sera caractérisé par ce petit rond bleu, moyennement diversifié. Évidemment, donc ces systèmes de culture ont été étudiés avec l'ordinaire technique, donc ce n'est pas juste des rotations, hein, ce sont des systèmes de culture. Voilà. Donc passons maintenant donc au chapitre 1, on va dire, donc vraiment à la conception de systèmes de culture diversifiés. Donc pour cela, j'ai créé donc une méthode, on va dire un cadre de conception plus exactement que j'ai appelé Tomorrow, bah, pour rotation de demain, qui se scinde en deux ateliers de conception. Le premier visant à concevoir une rotation diversifiée dans le but de fournir un service écosystémique, et le second va lui être plus sur les itinéraires techniques adaptés aux rotations qui auraient été conçues dans l'atelier 1, toujours dans ce même objectif de préserver le service écosystémique sur le long terme. Donc ce découpage va nous permettre de gérer la complexité du système de culture voilà, en deux étapes pour être un peu plus light dans les processus de conception. Donc, par la suite, je vais vous présenter essentiellement l'atelier 1, donc la méthode de l'atelier 1. Donc, pour donc ce cadre de co-conception, euh, donc du coup, avant, donc cet atelier avait pour but d'encourager la créativité pour concevoir des systèmes de culture qui tiennent compte du long terme. Avant l'atelier, j'ai réalisé une revue de la biblio des différents traits qui pouvait y avoir des plantes cultivées. Euh, ou des proxys de ces plantes cultivées-là.
Euh, et ensuite, j'ai défini 90 espèces végétales pouvant être intéressantes. Donc, les traits peuvent fournir ensuite des services écosystémiques. Donc, j'ai identifié à la fois les traits et les services écosystémiques qui pouvaient être permis par ces traits. J'ai ensuite donc créé des cartes pour symboliser donc ces 90 espèces végétales avec un calendrier de culture pour qu'il soit utilisable pour les agriculteurs. Donc, c'était pour le but d'introduire des objets un peu intermédiaires, des objets de jeu afin d'apporter une dimension ludique à l'atelier. Cette dimension ludique, elle est aussi symbolisée par la présence d'un narratif. Donc un narratif îlot trésor, c'est-à-dire que pour désancrer les différents acteurs qui étaient présents lors de cet atelier, on a décidé de se baser sur un narratif d'île déserte. Donc c'est-à-dire que les participants arrivaient sur une île, ils trouvaient donc ces 90 espèces végétales. Il trouvait aussi une carte qui affichait à l'écran donc les différentes caractéristiques de sol, donc un peu dans une idée de carte au trésor, toujours pour rester un peu dans le narratif qu'on avait choisi. Et ça avait pour but de favoriser l'abstraction. On s'extrayait en fait d'un contexte commercial aussi par ce biais-là. Et ça permettait donc d'éliciter, entre guillemets, l'imagination de nos participants. Les participants, cette méthode est dans l'article publié donc dans, dans Frontiers in Agronomy. Et donc à propos des participants, comme je le disais, donc les participants, on a voulu avoir un mix, on va dire, d'agriculteurs, mais aussi après de personnes au profil plus technique, donc qui sont qui participent donc dans des instituts techniques comme Arvalis ou la Chambre, et également donc un chercheur. Donc c'était vraiment pour avoir un panel d'experts différents avec des compétences différentes. Donc, pendant la première phase de l'atelier, donc les personnes ont choisi des espèces cultivées sur leur connaissance entre la relation trait service écosystémique. Ils pensaient, donc je choisis cette plante parce que je pense que elle permet de maximiser ce service-là via cette caractéristique-là. Donc, ce qui fait qu'on a eu un pool de 39 espèces végétales à partir des 90. Et la deuxième phase de l'atelier, donc de l'atelier 1, c'était la co-création, là où les participants ont agencé collectivement les espèces avec donc une discussion et l'identification de règles de décision, de règles de décision dans l'agencement des différentes espèces. Donc, au final, on a obtenu donc on a obtenu deux rotations diversifiées. Je vais me concentrer sur une d'entre elles qu'on a comparé donc par des indices de biodiversité aux deux rotations que je vous ai présentées, donc deux références que je vous ai présentées précédemment. Aux rotations faiblement diversifiées et moyennement diversifiées. Donc cette comparaison s'est faite autour de deux indices, donc à la fois la richesse fonctionnelle et l'indice de diversité des rotations culturales. Ce sont des indices qui vont permettre de combiner une diversité temporelle et spatiale. Donc voici la rotation qui a été co-conçue lors de l'atelier, donc une des deux rotations. Donc ce qu'on peut voir, c'est que elle est basée sur pas mal d'associations entre céréales et légumineuses. Et on a la présence aussi de couverts complexes à 4 ou 5 espèces. On a la présence aussi de cultures un peu moins fréquentes, on va dire, c'est comme la carotte, qui est vraiment une culture donc, de diversification ici, et d'associations originales entre le colza, le trèfle et le sarrasin. Donc, par la suite, là, je vous montre donc les différents traits qui avaient été identifiés et les différents services qui sont liés à ces traits. Donc, par exemple, voilà, dans la pomme de terre, elle a été notamment choisie par le fait de sa capacité à créer des tubercules de stockage qui vont être riches en amidon et donc qui vont avoir un potentiel nourricier très, très important. Pour les couverts, on a le choix de certaines espèces par rapport à leur capacité à faire à faire des fleurs, pardon, et donc leur pouvoir mellifère important. On va aussi avoir la sélection de plantes selon leur architecture racinaire qui va permettre d'aérer le sol et donc de participer au maintien de la fertilité du sol. Et sur l'introduction de légumineuses, notamment pour utiliser leur capacité à fixer l'azote atmosphérique et ainsi donc participer au service, pareil, de maintien de la fertilité du sol. Voilà, donc là, il y a l'ensemble des traits services qui ont été identifiés et qui ont été retenus comme justification à ces différentes espèces. Ensuite, donc là, c'est la comparaison donc par les différents indices. Donc, on peut voir que dans la rotation R1 qu'on a co-conçue, donc comporte plus d'espèces, plus de familles taxonomiques et a un indice de diversité culture plus important, avec toutefois une richesse fonctionnelle légèrement moins importante que la rotation moyennement diversifiée. Néanmoins, la plus diversifiée, donc au global, ça reste notre rotation R1 co-conçue, qu'on va donc maintenant nommer
la rotation, puis ensuite, quand on aura l'itinéraire de culture, le système de culture très diversifié, donc TD, qui sera représenté par ce rond vert. Voilà. Donc à l'issue de cet atelier, donc on a à la fois un apport méthodologique et un cadre de conception un peu différent, et on a obtenu une rotation diversifiée qui après m'a servi dans la suite de ma thèse. Ensuite, donc la rotation diversifiée, on l'a aussi utilisée donc dans l'atelier 2, Tomorrow 2, afin de choisir des scénarios techniques qui ensuite, donc on passe de la rotation au système de culture et ensuite on peut modéliser donc via le modèle mécaniste qu'on a choisi. Voilà. Et donc sur cet atelier 2, rapidement, donc le système de culture diversifié, donc on a retravaillé donc pareil, collectivement autour d'une discussion et donc comme matériel, j'avais créé donc différents petits pions pour la fertilisation, pour indiquer les dates de semis, pour indiquer toutes les actions techniques en fait qui sont nécessaires ensuite pour alimenter le modèle de culture qu'on utilise. Donc voilà, calendrier, fertilisation organique. Donc on est sur du lisier et du compost bovin en fertilisation organique. Il y a un apport de lisier et deux apports de fumier bovin. On a un travail du sol plutôt donc voulu superficiel, un désherbage mécanique, pas d'export de paille et de couvert. Et donc on est sur une rotation qui pourrait qualifier de bio, même si ça n'a pas été forcément abordé cette terminologie pendant l'atelier, mais parce qu'il n'y a ni fertilisants minéraux, ni protection chimique des cultures. Voilà. Je veux dire, dans l'atelier, dans la consigne de l'atelier, c'était pas forcément dit de faire une rotation et un système de culture en agriculture biologique. Mais c'est un choix donc des concepteurs. Donc, en résumé, donc à l'issue de cet atelier, donc on a un système de culture diversifié en capacité de fournir un ensemble de services écosystémiques, voilà, ce qu'on va tester par la suite via la modélisation. On a donc une méthode qui s'est révélée quand même adaptée. On a des retours positifs des concepteurs, des participants à l'atelier. Voilà, on a identifié aussi un set de règles de décision. Et on a aussi identifié, par contre, un ancrage un peu socio-culturel, par exemple la présence du sarrasin, lié au fait que on restait avec des acteurs quand même bretons, surtout les agriculteurs. Et donc le sarrasin étant une culture un peu patrimoniale en Bretagne, voilà, c'était une des justifications de la présence du sarrasin, c'était son côté un petit peu patrimonial. Voilà. On a aussi identifié des leviers plus qu'on n'avait pas forcément pensé, enfin que j'avais pas forcément imaginé au départ, comme par exemple la beauté d'un champ, donc le côté esthétique de certaines fleurs, comme le tournesol ou la fasélie, qui ont aussi été des critères de choix notamment pour un des agriculteurs. Ce qui manque par contre dans les ateliers quand même, il y a une limite importante, c'est que vous l'avez peut-être remarqué, donc la prise en compte du long terme, on n'a pas réussi à tout à fait la symboliser, la faire tout à fait comme je le souhaitais, puisqu'on n'a pas de prise en compte par exemple d'espèces végétales adaptées aux conditions climatiques futures, comme signalé dans parfois des documents techniques ou de la littérature. Donc on pourrait penser par exemple au soja, par exemple au sorgho ou par exemple encore au pois chiche. On n'a pas eu de choix de ces espèces-là. Voilà, et ce qui reste en cours aussi en limite, c'est on a sur un processus qui est acteur dépendant. Hein. Ça serait intéressant de savoir si on refait cet atelier avec des acteurs différents, donc à la fois dans un contexte géographique différent et à la fois avec un pourcentage un peu d'acteurs différents. Est-ce qu'on tomberait sur les mêmes niveaux de diversité? Voilà, ça serait quelque chose d'intéressant à comparer. Et donc sur la prise en compte des conditions climatiques futures, il y a aussi une limite du narratif où on introduit donc une notion un peu d'urgence puisque les personnes arrivent sur l'île et doivent donc créer une rotation rapide et donc l'approvisionnement du fait de ce narratif-là devient un enjeu un peu majeur quand on se prend au jeu. Et des fois, donc on peut un peu éluder le long terme. Après, il faut savoir aussi qu'il y avait une autre partie de l'atelier numéro 2 qui était l'adaptation donc de l'itinéraire technique et du choix des cultures au changement climatique. On n'a pas eu le temps de faire, ça aurait dû être l'atelier 3 d'ailleurs, Tomorrow 3. Mais faute de temps, on n'a pas eu le temps voilà, c'est dommage, mais voilà. Et je pense que ça aurait participé à un peu atténuer cette limite-là. Voilà, donc ça c'était pour la partie conception. On va rentrer maintenant dans la partie modélisation. Donc, pour la modélisation, on a choisi Model Stix, donc pour des raisons assez triviales, mais qu'il est adapté à de nombreux contextes climatiques, qu'il a déjà été utilisé sur le long terme et qu'il y a une communauté active en France, ce qui est quand même plutôt pratique pour prendre en main un modèle de cette complexité-là.
Donc Stix en entrée va prendre des données de sol, de climat, va prendre aussi des caractéristiques des plantes, donc par exemple la taille de la plante, les dynamiques de croissance, etc. Et va prendre en compte aussi donc les variables liées au système de culture. Donc ces deux, les caractéristiques des plantes donc et le système de culture, c'est donné donc par nos systèmes, par les systèmes de culture qu'on étudie. Et en retour, donc Stix va pouvoir simuler donc différentes mécaniques, enfin, donc simuler mécaniquement différentes fonctions de l'agroécosystème comme la production, l'évolution du carbone organique ou l'azote lessivé, ainsi que les stress hydriques. Donc, par la suite, je ne vais pas parler des stress hydriques, je vais vous présenter ces trois variables-là, donc à savoir la production, le carbone organique et l'azote, la quantité d'azote lessivé. On a donc généré des comparaisons ensuite statistiques sur les résultats de simulation avec donc l'ANOVA et quand les conditions n'étaient pas respectées avec des tests non paramétriques. Donc, ce qui a pour objectif, en fait, de quantifier l'impact à long terme de l'augmentation de la diversité végétale sur les fonctions écosystémiques, du système de culture. Au niveau des données d'entrée, donc pour les données sol, j'ai réalisé une petite classification K-means, un petit clustering pour voir les grands types de sols qu'on pourrait retrouver en Bretagne. Il s'en est dégagé donc trois sites qui se distinguent notamment donc par un gradient de pH, un gradient aussi donc voilà de d'argile, de teneur en argile et au niveau climatique, un gradient aussi de précipitation, puisqu'en Bretagne les précipitations à l'ouest de la région sont beaucoup plus importantes que celles à l'est. Et on a aussi un gradient au niveau du littoral avec des températures beaucoup plus tamponnées. Voilà, on essaie de refléter cette diversité pédoclimatique. Donc sur le climat, donc j'ai choisi donc trois modèles climatiques pour faire donc une approche multimodèle comme conseillé par le DRIAS et deux scénarios RCP. Et par la suite, je vais vous présenter les résultats uniquement pour le RCP 8.5 qui correspond au scénario donc d'émission le plus pessimiste du GIEC. Voilà, donc passons désormais aux résultats en tant que tels. Donc je vais commencer par l'évolution du carbone organique. Euh, Ce qu'on peut voir, donc, c'est que au fil du temps, enfin, le stock de carbone organique final, donc sur ce graphique, donc est symbolisé par ces différentes courbes. Vous l'avez en ordonnée, donc la quantité de carbone organique actif du sol, et vous avez les différents sites qu'on a étudiés, donc le site S1, S2, S3, et on a les années en ordonnée. Ce qu'on voit, donc, c'est que le stock de carbone organique sur le système faiblement diversifié est toujours inférieur au système très diversifié, quel que soit le site, et sur l'ensemble des sites, on a donc l'ensemble des sites, pardon, on a donc une dynamique de déstockage du carbone. Sur les sites S2 et S3, on observe que les systèmes de culture très diversifiés ont une dynamique de stockage au cours du temps. Donc voilà. Et on observe aussi que le système moyennement diversifié, lui, est globalement stable, mais légèrement inférieur au système très diversifié. Sur le site S1, ce qui est surprenant, c'est qu'on a une baisse donc du carbone organique, une baisse nette et continue pour tous les systèmes de culture, même les plus diversifiés ou le moyennement diversifié. On voit même qu'il y a une inversion avec le moyennement diversifié qui finalement atteint plus rapidement l'équilibre que le très diversifié. C'est donc principalement lié au fait que c'est dû à la quantité initiale de carbone qui est beaucoup plus importante sur ce site-là. Donc on a une chute plus importante. Voilà. Donc c'est quelque chose qui est observé dans la littérature. Le stockage aussi donc de carbone est lui principalement dû ou le ralentissement sur le site S1 à l'apport de fertilisants organiques et à la biomasse de couverts végétaux donc qui sont plus importantes dans les systèmes diversifiés. Donc ce que je disais donc l'importance de la quantité de carbone initiale donc qui montre que ici donc plus la quantité de carbone initiale est importante, plus on va avoir une chute une décroissance du taux de carbone et donc l'importance de protéger cette quantité de carbone initiale. On voit aussi donc qu'on a surtout sur le site S2 une légère décroissance au fil du temps. Donc on a une dynamique un peu en dôme. Donc ça pour ma part donc j'ai fait l'hypothèse que c'était on est dans le scénario 8.5 du changement climatique. Donc ce qu'on peut faire comme hypothèse c'est qu'on a une accélération de la minéralisation avec la température et donc une baisse de notre stock de carbone. En ce qui concerne la lixiviation, là, ce qui ressort, c'est qu'une plus grande diversité cultivée ne va pas forcément assurer une liquidation plus faible des nitrates. Comme on peut le voir sur ce graphique, on va avoir la quantité totale de nitrates lessivés en ordonnée.
on voit que bah, sur le système très diversifié, finalement, tend à avoir une lixiviation plus importante que les deux autres systèmes moins diversifiés. Voilà, donc dans l'ordre inverse du gradient de diversification. C'est quelque chose qu'on n'a pas forcément beaucoup observé que j'ai pas beaucoup observé dans la littérature, où les effets d'une plus forte diversification sont souvent positifs. Mais là, dans notre cas, dans notre simulation, une piste d'explication, c'est notamment la mauvaise synchronisation entre les apports organiques qu'on faisait et leur minéralisation et les besoins des plantes, où en fait l'azote, quand il était disponible, n'était pas forcément disponible au moment où les plantes en avaient le plus besoin, mais par contre il était libre dans le sol et donc pouvait partir avec la pluie. Et en plus, cet effet va être renforcé donc par la présence de nombreuses légumineuses, et ça a été montré dans la littérature qu'il y avait un effet de ces légumineuses sur la lixiviation. Encore une fois, donc c'est assez variable selon le site étudié, donc en relation avec le stock initial enfin, de matière organique et les cumuls de précipitations aussi, qui sont tous les deux plus importants sur le site S1, ce qui explique donc la lixiviation plus importante sur ce site-là. Passons désormais donc au rendement. Donc sur le rendement, les résultats sont plus contrastés et ils vont être très site dépendants. Donc sur le site S1, on voit que le système faiblement diversifié va produire plus que le système très diversifié. Donc pour homogénéiser un peu les résultats, on a passé donc les rendements en rendement calorique, donc quelle quantité d'énergie ils peuvent apporter. Sur le site F2, on a le système faiblement diversifié qui n'est pas différent significativement du système très diversifié. Et sur le S3, on va avoir le faiblement diversifié qui va tendre à produire moins que le système très diversifié. Ce qu'on observe un peu en regardant la distribution de ces Weibull plots, c'est qu'on a une stabilité du rendement calorique qui est aussi plus élevée. Il faudrait faire d'autres analyses après pour être plus sûr de cet aspect-là. Donc on n'observe pas d'augmentation systématique du rendement avec un plus haut niveau de diversité, ce que observé par d'autres chercheurs et chercheuses. Et on a un plus fort rendement calorique sur le site S1 par rapport aux autres sites pour tous les systèmes de culture, pour le système de culture pardon, faiblement diversifié. Et c'est notamment dû au fait qu'il y ait plus de précipitations, donc il y a une baisse des traces hydriques notamment pour le maïs, et donc du coup on produit plus de rendement calorique. Ce qui est aussi important donc de comprendre, c'est que ce sont des rendements qui sont potentiels, hein, puisqu'il y a certaines variables clés qui ne sont pas simulées dans Stix, certaines variables clés dans l'établissement du rendement, comme par exemple les bioagresseurs. Donc en résumé, ce qu'on peut voir, c'est qu'on a donc une augmentation sous le système diversifié de la teneur en carbone organique. On a des résultats assez contrastés pour le rendement entre les différentes modalités de diversification et on a une augmentation de l'activation et donc une dégradation du service de la qualité de l'eau pour le système plus diversifié. Ça illustre aussi, ça résultat, l'importance de prendre en compte les conditions locales, l'influence aussi des pratiques agricoles sur les fonctions. Donc, c'est-à-dire, on a étudié la diversité des cultures, mais on a aussi étudié, donc, évidemment, les actions techniques qui se rapportent à cette augmentation de la diversité. Et donc, on a aussi leurs effets. Ce qui serait aussi utile, c'est d'utiliser des méthodes statistiques temporelles pour mieux appréhender le temps long et mieux voir voilà, les différences qu'on pourrait avoir au fil du temps, les points d'inflexion, les choses comme ça, ce que j'avais commencé à faire, enfin que j'ai fait un petit peu sur le carbone. Euh, donc il y a peu de différences captées par la modélisation entre les deux scénarios climatiques. Donc là, je ne l'ai pas présenté le 4.5, mais on a assez peu de différences entre le RCP 8.5 et 4.5. Et enfin, donc, ce qui ressort aussi, c'est que l'utilisation donc de sticks sur des systèmes très diversifiés comme ceci, ça reste un outil utile, mais qui va être limité donc parce que certaines cultures ne sont pas présentes. Donc, je pense à la carotte, par exemple, qu'il a fallu adapter parce qu'aussi certains services ne sont pas pris en compte et certains processus aussi ne sont pas forcément simulés. Donc, au final, l'hypothèse est partiellement validée. Et donc, ça nécessite d'autres outils, notamment pour le dernier point où je disais que tout n'est pas pris en compte dans Stick, d'autres outils pour compléter et mesurer l'impact de la diversité des systèmes de culture sur les services écosystémiques. Donc, cette partie-là, elle fait l'objet d'un article qui est actuellement donc en révision dans EJA. Donc, passons maintenant à la troisième partie sur l'estimation donc des compromis acceptables entre services écosystémiques. Donc, pour quantifier ce compromis, donc on a décidé, enfin, j'ai décidé une approche par évaluation multicritère, dans lequel j'utilise les sorties de Stix concernant l'évolution des fonctions qu'on a décrites tout à l'heure pour décrire les services.
j'ai complété par l'approche par d'autres indicateurs hein, provenant des méthodes d'évaluation, donc comme MAST par exemple. Et j'ai défini des seuils pour chaque indicateur en cohérence avec les littératures et une pondération via la littérature ou par avis d'experts de chaque critère afin d'évaluer la contribution de chaque critère aux services finaux. On a agrégé les services pour obtenir des notes sur la fourniture et le compromis donc entre approvisionnement et régulation. Ce qui fait qu'à la fin, on a obtenu un arbre donc qui a en critère feuille donc ces différents critères-là. Donc ceux qui sont en gras sont alimentés notamment par Stix. Voilà. Donc ce sont les critères de base qui ensuite vont alimenter donc les critères de services écosystémiques en vert sur le schéma, pardon. Qui eux-mêmes, donc suite à la pondération, vont alimenter donc les grandes catégories de services, donc le service d'approvisionnement et le service de régulation, et donner une note de niveau de compromis entre services écosystémiques d'approvisionnement et de régulation. C'est un travail aussi qui a été réalisé dans le cadre d'un stage de M2. Et en tout, on a 27 critères de base et 16 critères agrégés, et une inclusion du temps qui passe via les variables sticks qui vont évoluer au fil du temps. Donc, ce qu'on a fait donc dans cette étude via un modèle multicritère, donc c'est qu'on a étudié deux niveaux différents de l'arbre. On a étudié tout d'abord le bouquet de services, donc c'est-à-dire le niveau de chaque service. Donc, ça donne une visualisation sous forme de radar du niveau des 8 services écosystémiques sur l'ensemble de la période de simulation, donc sur 60 ans. Donc pour chaque système de culture. Et ensuite, la deuxième phase, ça a été l'étude donc du niveau final de l'arbre, donc du niveau de compromis entre les services. Et là, on l'a fait à l'échelle d'une rotation et on l'a répété au fil du temps. Donc, on a rempli un arbre tous les 6 ans, donc ce qui correspond à la durée d'une rotation. Et on a comparé ainsi le système faiblement diversifié et très diversifié au fil du temps, en comparant notamment en comparant le score, l'évolution du score de compromis. Ouais, donc, ce qui permet d'avoir une visualisation un petit peu temporelle. Voilà. Donc, on va s'intéresser d'abord au bouquet de services. Donc, ce qu'on observe, donc, c'est que sur le site S1, on a le système de culture très diversifié qui va être meilleur que le système faiblement diversifié pour 6 services sur 8. Le très diversifié va être meilleur que le moyennement diversifié pour 5 services sur 8. Bon, pardon, comme vous pouvez le voir sur le graphique radar en bas. Voilà, on va avoir une amélioration donc des services liés à la fourniture de l'azote, au maintien de la biodiversité, à la limitation de l'érosion, mais on va avoir une dégradation de la production alimentaire. Donc ça, vous l'avez vu tout à l'heure un peu sur les graphes du rendement, et aussi donc une dégradation du maintien de la qualité, maintien chimique de la qualité de l'eau, comme aussi vous l'avez vu sur ce site S1 où c'était assez fort pour le système très diversifié, et aussi dans la limitation des gaz à effet de serre. Euh, Ensuite, donc sur le site S2, sur S2 et S3, donc on a des résultats très similaires. Le système très diversifié est meilleur sur tous les services que le système plus diversifié et meilleur ou égal aussi au système moyennement diversifié sur tous ces services. Donc, ce qu'on peut conclure, donc, c'est qu'un un plus haut niveau de diversité des cultures permet bien de fournir un plus haut niveau de service, avec toutefois des services pénalisés selon les sites. Voilà. Si on s'intéresse maintenant donc à l'évolution de la note de compromis, donc là je vous présente juste pour le site S2 l'évolution au fil du temps. Donc on voit qu'il y a le système très diversifié permet de fournir un meilleur compromis entre services d'approvisionnement et de régulation, mais on a une évolution quand même qui est limitée au cours du temps. On a assez peu de voilà, ça varie peu. L'évolution en fait positive que vous voyez sur la courbe verte, elle est principalement due à deux critères, c'est-à-dire le stockage de carbone qui va augmenter pour le système très diversifié et une amélioration aussi du service d'approvisionnement. En conclusion de cette partie 3, donc ce qu'on a obtenu, ce qu'on peut donc voir, c'est qu'on a un système donc très diversifié qui va permettre de fournir de manière plus équilibrée les différents services écosystémiques, sous réserve bien sûr de ce qu'on appelle compromis acceptable, qui reste une notion à approfondir, puisqu'il y a d'autres compromis qui sont explorés entre les services de régulation eux-mêmes, comme par exemple le stockage de carbone et l'exfiltration, parce qu'il y a aussi un besoin de renforcer ce compromis acceptable par des mesures vraiment quantitatives, ou l'application plus explicite de pénalités, comme c'est développé dans certaines méthodes. Et sur le développement, donc un outil ex ante qui était aussi le deuxième objectif,
Bah, on a un modèle donc qui permet d'avoir des réponses quand même dans le temps, mais qui est peu discriminant. Donc il y a beaucoup de compensation entre critères et des points importants à certains critères de certains critères par rapport à d'autres qu'il faudrait aussi donc peut-être voir. Donc en sous réserve donc de ces points-là, l'hypothèse peut quand même être acceptée. Voilà. Donc maintenant, je vous propose de passer à la partie plus de discussion générale et perspective, s'il me reste encore un peu de temps. Donc sur l'essentiel à retenir de ce que je vous ai dit, donc c'était que là, on a réussi à valider notre hypothèse H1 sur la conception collective, sur le fait que bah, en cherchant à utiliser l'imagination des participants en ayant un atelier qui est basé en partie sur les traits fonctionnels, on a réussi à ouvrir un espace de conception qui permet de concevoir un système de culture diversifié. L'hypothèse H2 est partiellement diversifiée. On ne peut pas affirmer que l'augmentation de la diversité des cultures et les pratiques qui les accompagnent permettent d'améliorer toutes les fonctions. On a une amélioration du stockage de carbone, mais une dégradation, par exemple, de la lixiviation. Et l'hypothèse H3, donc, comme je viens de vous le dire, donc, est augmentée donc, au regard, enfin, avec euh, quand même comme limite, donc la définition de ce qu'on appelle compromis acceptable et aussi comme limite méthodologique, l'arbre que j'ai développé. Au niveau donc de la place de la méthode dans la littérature, donc cette méthode elle va se rapprocher un petit peu de ce qu'on peut faire dans KCP. Donc on a cherché comme dans KCP à défixer et à élargir l'espace de conception. Toutefois, il n'y a pas de projection, pas d'augmentation à long terme dans notre cas. Et on a un transfert donc de connaissances scientifiques d'écologie fonctionnelle vers l'espace de conception, mais qui est très partiel enfin qui est que partiel puisque on a on pourrait aller plus loin dans l'intégration de traits. Par exemple, on pourrait imaginer un atelier dans lequel on propose directement les traits ou des idéotypes de traits comme l'a fait Ouattara et al. Voilà, donc c'est quelque chose qui reste aussi améliorable. On a réussi à faire une hybridation de connaissances issues d'acteurs de différents horizons, ce qui est quand même prometteur, comme on peut le voir aussi dans la littérature. L'outil multicritère en complément de sortie de modèle est quelque chose quand même qui est assez utile et qui est aussi pas mal, qui est en développement aujourd'hui pour compléter justement les sorties comme les sorties de Stix. Donc les limites, donc on a à la fois les limites de connaissances et des limites méthodologiques dans cette thèse. Donc les premières limites de connaissances auxquelles on se confronte, c'est que la diversité taxonomique fonctionnelle, c'est dans les agroécosystèmes, elle est quand même différente de la diversité des systèmes naturels. Faut garder ça en tête. Que les traits fonctionnels racinaires des plantes cultivées, ils sont quand même assez mal connus, hein. Ça a été des absents de pas mal de schémas de sélection. Voilà, donc on connaît pas super bien les traits, ils sont pas non plus super bien modélisés dans Styx par exemple. Et la compréhension du sol, du fonctionnement du sol reste limitée, par exemple, dans la compréhension bah, des plans de sol feedback, des effets aussi d'héritage. Voilà, il y a encore pas mal de connaissances à avoir, et donc pour ça, il faut poursuivre des approches interdisciplinaires entre agronomie et écologie fonctionnelle pour réussir à combler ces gaps-là. Donc, ce que je disais aussi en parlant de sticks, c'est qu'on a des limites de modélisation dans les interactions plante-plante, plante-sol. Voilà, donc notamment dans le compartiment racinaire de Styx où il y a pas mal de limites dans cette partie-là. Dans Styx, on va avoir aussi un pool de cultures et de variétés qui reste réduit. Enfin, dans ma thèse souffre aussi d'un manque d'articulation entre les différentes méthodes. C'est-à-dire que bah, l'itinéraire technique finalement qu'on a décidé à l'atelier 2, il est fixe au cours du temps parce que Styx impose d'avoir des formalismes assez fixes pour pouvoir tourner. Bah, donc on n'a pas une adaptation du terrain technique au fil du temps, ce qui serait intéressant à étudier à l'avenir. Mais aussi ce qui serait intéressant et ce qu'on n'a pas malheureusement pas pu faire, c'est faire un retour aux acteurs des sorties de simulation. Mais voilà, comme Stick c'est une grosse machine, c'est assez contraignant de présenter ça entre ateliers. Voilà, ça, faut avoir le bon timing et c'est assez difficile. En tout cas, ces limites, elles questionnent sur la place des modèles mécanistes. Et donc, du coup, ils questionnent aussi sur, bah, est-ce que ces modèles mécanistes seuls sont suffisants? Et voilà. Est-ce qu'il faudrait pas mieux se diriger vers un ensemble de modèles plus simples ou des initiatives de métamodeling, c'est-à-dire des simplifications de modèles autour de quelques équations structurelles importantes? Voilà. C'est des questions ouvertes où j'ai pas encore la réponse, mais voilà. Donc sur les apports de la thèse, donc la thèse a permis donc d'apporter, comme je disais, un cadre de conception.
enfin des éléments pour alimenter les cadres de conception. Elle a permis d'explorer l'utilisation des modèles mécanistes et décisionnels pour des systèmes très diversifiés, ce qui est peu fait encore. On a réussi à avoir une validation quand même d'une partie des bénéfices de la diversification sur le temps long et la posture interdisciplinaire et une posture interdisciplinaire par combinaison de méthodes qui est assez originale et qui pour moi est importante. Donc, au niveau des perspectives qui se dessinent par la suite, il serait intéressant de considérer des facteurs économiques de la diversification des cultures, bien sûr en adoptant des indicateurs socio-économiques adaptés au temps long. Parce que, comme je vous l'ai dit, la plupart aujourd'hui ceux utilisés sont aussi liés au temps court, donc ce serait intéressant d'étudier la rotation, les systèmes très diversifiés au regard donc d'indicateurs économiques et sociaux de long terme. Il serait intéressant aussi d'étudier différentes modalités de diversification. Donc, je pense par exemple à inclure les espèces pérennes comme l'agroforesterie. Donc, aujourd'hui, il y a des modèles comme iSafe qui modélisent l'agroforesterie ou des modèles FSPM, des choses comme ça qui pourraient servir à étudier ces modalités-là. Et enfin, ça serait aussi un changement d'échelle, un upscaling pour traiter des complémentarités avec l'activité d'élevage dans le cadre de ce travail-là, parce que pour l'instant, là vous avez vu, j'ai travaillé que sur des grandes cultures, mais qui restent alimentées quand même par des effluents d'élevage. Donc, ce serait intéressant de se poser la question de la complémentarité et donc du coup de passer à une échelle plus ferme, voire après territoire. Donc, pour réaliser ces perspectives, il faudra se reposer sur des méthodes et des outils adaptés à l'intégration de ces dernières. Et il est aussi important de souligner qu'il est nécessaire d'avoir une coopération avec des acteurs d'horizons différents, que ce soit des agriculteurs, mais aussi des instituts techniques qui ont des ressources très importantes pour la modélisation, pour la conception, voilà. Pour terminer, donc pour un avis plus personnel, moi j'aime beaucoup enfin j'ai beaucoup aimé travailler sur les aspects de temps long, sur l'exploration du temps long. Je trouve que c'est important, ça permet d'explorer les futurs possibles et après dans le présent, nous de savoir quelles sont les étapes clés. Par exemple, on pourrait faire du backcasting. Quelles sont les étapes clés dans le présent pour arriver à ce futur, au futur qu'on a trouvé préférable dans notre exploration. Et pour terminer, donc pour terminer, donc je vous propose cette citation qui pour moi synthétise bien ma vision et l'importance de ce genre de travail. Donc citation de Saint-Antoine de Antoine de Saint-Exupéry, pardon, qui est que quant à l'avenir, il ne s'agit pas seulement de le prévoir, mais aussi de le rendre possible. Voilà, donc je remercie tout le monde, enfin vous tous, de m'avoir écouté pendant longtemps. Je vais peut-être dépasser. Je remercie mes encadrants, bien sûr, et tous ceux avec qui j'ai pu travailler, donc là, le groupe Digital Sticks, tous les gens à SAS et à l'Institut Agro avec qui j'ai pu collaborer.